Merci Sophie, c'est intéressant ce que vous dites et on parlait de posture et on parle, de trop de choix ou de choix extrêmement larges. La question qui se pose, c'est la question qui se pose à partir de la posture de ceux qui font le conseil en évolution professionnelle. Est-ce que dans le cadre de cette posture, la personne qui fait l'accompagnement a des comptes à rendre à des financeurs et donc des objectifs de placement à atteindre? Je fais volontairement de la provocation pour qu'on vienne sur la question de l'éthique en fait, qui se pose derrière. Est-ce que quelqu'un, quand quelqu'un qui accompagne quelqu'un, est-ce qu'il est capable de travailler sur le projet de la personne et non pas de projeter sur la personne ce qu'elle croit être son projet? C'est des interrogations qu'on peut avoir à un moment donné. Et ensuite, c'est la discussion qu'on aura aussi sur les financeurs. J'ai vu que Jean-François Foucard disait dans le chat que c'était de l'argent collectif. Donc, c'est normal que quelque part, j'ai plus la phrase sous les yeux, qui est aussi un accompagnement, qui soit un accompagnement fléché. C'est pas ce que Jean-François a dit exactement, mais c'est ce que j'ai compris à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a une éthique de l'accompagnement qui existe? Est-ce que transition pro, par exemple, quand je ne sais pas si Stéphane est encore en ligne et s'il m'entend, si quand on parle de transition pro, quand on parle de projet réel et sérieux, qu'est-ce que les instances, notamment les conseils d'administration des CEPIR, attendent du conseil en évolution professionnelle de factuel qui les aide à prendre la décision? C'est des choses, moi, qui m'interpellent, donc qui m'interrogent. C'est comment on est en capacité à mettre en place, à co-construire, c'était le mot tout à l'heure, un projet avec quelqu'un, alors que ce projet, il est inscrit dans un cadre que vous avez les uns et les autres clairement énoncé, et c'est important d'avoir ça à l'esprit, et comment ce cadre qui est clairement énoncé, on peut derrière, écoutez, garantir le respect du parcours de la personne. Et je reviens à la phrase de Condorcet, est-ce que quand on est conseiller, quand on accompagne, est-ce qu'à un moment donné, on ne se met pas en situation de personne qui raisonne et on demande à l'autre de croire? Mais comment on fait que la personne qui est en face de nous, on l'aide à raisonner ensemble dans un cadre qui est un cadre déterminé par chacun, dans une finalité partagée? Oui, mais je crois que ça a été déjà bien introduit, cette notion d'éthique dans l'accompagnement, et je vais quand même revenir sur quelques notions qui ont été développées par donc l'autre intervenante, ma collègue. Euh, je crois que c'est avant tout, et c'est fixé par les textes aussi. Je rappelle que l'accompagnement, et c'est même, je vais même plus loin, c'est même historique, et si on retourne à travers les siècles, nous étions dernièrement chez les compagnons du devoir. L'accompagnement, ça vient du compagnonnage, hein, donc il faut revenir aussi sur l'histoire et comment après cet accompagnement, il s'est inscrit dans les textes avec un certain nombre d'éléments structurants. Dans ces éléments structurants, il a été mis en avant une chose, c'est accompagner à l'autonomie. C'est donc le contraire totalement de l'assistanat. Attention, hein, il faut bien qu'on fasse la distinction, et ça a été mis aussi en avant. Il y a cette notion de posture. Cette posture, en effet, qui n'est pas une posture du sachant, hein, mais une posture de celui qui est en capacité justement de faire cheminer l'autre dans ses choix personnels et l'amener donc à l'action. C'est donc le reconnaître dans sa singularité, ça a été aussi évoqué, et je tiens à rappeler cela. Ça veut dire qu'il y a une part quand même de constructivisme dans tout cela, hein, on peut le dire pour utiliser un mot pompeux, hein, ça veut dire que chacun a sa représentation du monde liée à son expérience propre, et donc celui qui accompagne n'est pas celui qui est le sachant, René, mais bien c'est celui qui fait justement émerger tout cela chez l'autre, et c'est donc une juste posture. Donc vis-à-vis de celui qu'on accompagne, il faut savoir être en capacité de pouvoir accompagner, mais aussi au juste niveau, pour éviter justement d'imposer ses propres représentations et d'imposer ses propres choix. Donc ça veut dire que lorsqu'on a dit cela, tout cela, donc, ça s'accompagne. Ça veut dire que, à ce titre-là, par exemple, chez nous, donc, nous avons un élément important, ça s'appelle la formation, donc, nos conseillers sont informés, hein, et formés
aussi pour éviter justement de se retrouver dans les positions qui étaient évoquées ou qui sont évoquées, qui est la position du sachant, de l'expert, hein, qui va délivrer donc la bonne parole et imposer ses choix propres par rapport à sa propre cartographie du monde. Et puis, autour de cela, on a aussi l'évaluation de la satisfaction des personnes, des bénéficiaires que nous suivons. Et dans cette évaluation-là, ces éléments-là doivent être pris en considération pour voir si nous sommes dans le juste chemin. Voilà ce que je souhaitais dire. Et je répète une chose. Libre à l'individu de s'inscrire, et c'est ça aussi un individu libre, hein, ou pas, dans le contexte qui est le nôtre, avec les règles qui sont les nôtres. Et je m'explique. Ce n'est pas parce qu'il y a des priorités qu'elles s'imposent à l'individu. Les priorités sont là pour définir des priorités de financement. Mais ça signifie que si vous ne voulez pas vous placer dans les priorités des financements, par rapport en effet à des règles, et c'est là tout l'équilibre entre humanisme et pragmatisme, à des règles, hein, donc pragmatisme lié donc à des enjeux économiques, vous pouvez très bien être financé, mais votre projet n'est pas prioritaire. Et je donnerai un dernier élément, réel et sérieux, non. Sur le PTP, il y a 3 critères, c'est la cohérence, la pertinence et les perspectives d'emploi. Ça veut dire quoi? Ah oui, est-ce que mon projet donc est cohérent par rapport donc à ma formation initiale, à mon emploi initial? Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que la formation que j'ai choisie, elle est pertinente? Est-ce que cette formation, elle correspond bien à mes objectifs propres que j'ai définis, mes objectifs professionnels? Et puis, est-ce que derrière, il y a des opportunités d'emploi par rapport au projet qui est le mien? Voilà. Donc, c'est ce que, dans un premier temps, donc nous allons évaluer. Puis après, vient se greffer la notion de priorité. Donc, je voulais juste rétablir ce point. Quant à la liberté, elle a été définie. Liberté de passer par un conseil en évolution ou pas. Vous pouvez très bien ne pas passer par un conseil en évolution professionnelle. Bon, il s'avère qu'en Île-de-France, on accorde 1 point sur 20 supplémentaires pour les personnes qui passent par un conseil en évolution professionnelle parce que c'est un acteur neutre et qui a été donc présenté, qui peut amener la personne justement à faire émerger un certain nombre de choses par rapport justement à sa reconversion. Et René me dira, oui, mais dans tout cela, en fin de compte sur Transco, le CEP est obligatoire. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Liberté, pas liberté, contrainte, pas contrainte? Bah oui, le CEP est obligatoire. Pourquoi dans le cas des Transco? Justement pour vérifier que l'individu est bien libre et volontaire de s'inscrire dans un projet collectif. Et c'est ça l'histoire qu'on se raconte. Ça veut dire que cet acteur neutre qui est le CEP, qui a développé sa méthodologie ici, et cet acteur neutre qui va permettre de vérifier une chose, c'est bien qu'on a affaire à un salarié libre de ses choix et non pas sous l'emprise d'une subordination qui l'amènerait à devoir rentrer dans les choix des autres que tu évoquais tout à l'heure. Voilà encore un élément peut-être de clarification que je voulais vous apporter. Frédéric, est-ce qu'il y a des questions là, dans le QR qui apparaissent? Parce que je vois que dans le chat, il y a un certain nombre de choses. Je vois une question, par exemple, à destination de Stéphane Maz, vous parlez d'évaluation de la satisfaction. Comment mesurez-vous que l'individu a bien été accompagné? Quels sont vos indicateurs? Et Jacques Vaubert dit, tout cela renforce-t-il pas énormément la dimension maïeutique de l'accompagnement? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais Stéphane, peut-être un complément par rapport. L'aspect maïeutique philosophique, je laisserai ma collègue répondre peut-être à la dimension philosophique socratique ou autre, même si je pense qu'il y a une part de cela. Hein, c'est faire accoucher l'autre. Et quand on revient au compagnonnage, quand on revient à des notions de ce type-là, je pense qu'il y a une part de maïeutique dans tout cela. En effet, à l'évaluation que nous mettons en place, on est en train de la structurer autour d'un certain nombre d'indicateurs, mais justement
cet indicateur lié à la posture, en sachant que notre rôle n'est pas un rôle de conseil, hein, nous ne sommes pas CEP, mais nous recevons quand même du public, et donc ce positionnement qui vise à faire cheminer l'autre dans ses choix personnels, eh bien, donc ces indicateurs sont intégrés dans notre enquête de satisfaction, et ça fait partie là aussi de ceux qu'on évalue par rapport à notre offre de service. D'accord. Faten, il y avait une question, alors sur la maïeutique, si vous voulez en parler, mais sinon, il y a aussi la question, je vois pas le haut, c'est rendre des comptes à des financeurs sur le placement des personnes accompagnées. Est-ce que vous avez des comptes à rendre aux financeurs? Donc, je disais peut-être en complément, je me colle à l'écran, hein, vous m'excusez, vous me voyez en énorme, hein, mais qu'importe. Peut-être pour compléter sur ce qu'a évoqué Stéphane sur la question de la posture, parce que je nous sens un peu concernée sur la dynamique conseil en évolution professionnelle. Oui, donc, bien évidemment, en ce qui concerne la posture, et ça complètera tout à fait ce qui a été évoqué, rappeler qu'il s'agit d'une posture non prescriptive du conseil en évolution professionnelle. C'est vraiment important de le préciser. On est dans des démarches dites itératives, pour utiliser un mot que les accompagnants connaissent, c'est-à-dire que la personne consomme le service autant que de besoin, elle revient autant que de besoin, et il n'y a absolument pas l'idée d'une prescription comme un médecin qui diagnostiquerait la situation pour la personne et qui lui prescrirait des médicaments. Ici, c'est bien une analyse partagée de la situation. Donc, elle est élaborée entre le salarié et son conseiller, et elle doit permettre effectivement de prendre la distance nécessaire qui lui permette d'assurer ses propres choix. Donc, on est plutôt dans des postures, je dirais, de facilitateur. On facilite le recours au droit à l'information, mais aussi à la formation. On est aussi dans une posture d'ensemblier, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va recourir éventuellement à des prestations complémentaires ou à des partenaires dans les territoires, notamment pour assurer de la complémentarité de services, de la complémentarité d'expertise qui soit utile et profitable à la réussite des parcours. C'est important aussi de le retenir. Et puis, sans doute une posture de méthodologue. Moi, j'aime à dire que le conseiller est un animateur pédagogique, c'est-à-dire qu'il va donner les moyens, les outils, la méthode nécessaire qui permettent à la personne de développer, d'acquérir et de développer des compétences à s'orienter pour qu'elle soit autonome dans la reproduction de cette méthodologie et tout au long de sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'elle va apprendre à développer des capacités à s'orienter et elle va remobiliser ces mêmes compétences parce qu'elle aura eu les moyens de le faire. Donc, la personne reste experte de sa situation, absolument pas comme un médecin qui diagnostique et qui est l'expert médical. Ici, c'est bien la personne qui est experte de sa situation. Elle connaît sa situation mieux que personne. Et, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, le conseiller est expert de la méthodologie, de la pédagogie. Et il est expert dans le sens où il va absorber toute la complexité du système pour pouvoir vulgariser et permettre à la personne de lire l'information, la comprendre, l'intermédier, l'approprier et en faire quelque chose en la confrontant à sa propre situation. Donc, sur la question de la posture, effectivement, ça renvoie aussi je dirais, à la capacité, ou plutôt, je dirais, au processus d'écoute, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment je laisse dans la posture d'écoute, ce n'est pas une posture docile, attention, c'est entendre ce que les personnes me disent et avoir cette capacité en tant que conseiller à questionner pour problématiser la situation et permettre à la personne toute la distanciation nécessaire par rapport à sa situation,
dans une posture réflexive. Alors, c'est des termes qu'on utilise beaucoup en accompagnement, pour penser sa situation et être maîtresse de ses propres choix et de son avenir professionnel. Donc, vous allez me dire comment on garantit tous ces principes? Eh bien, il y a aussi des principes fondamentaux qui sont rappelés dans les textes. Il faut le préciser, c'est important. L'arrêté du 29 mars 2019 qui définit le cahier des charges du Conseil en évolution professionnelle rappelle les principes fondamentaux du Conseil. La gratuité, la confidentialité, la neutralité, l'impartialité et le cahier des clauses administratives particulières du Conseil en évolution professionnelle va jusqu'à la probité. Donc, vous allez me dire comment on garantit tout ceci? Eh bien, il y a un certain nombre de mesures, ou tout du moins d'actions qui ont été mises en place et par le commanditaire, en la personne de France Compétences, en l'institution de France Compétences, et à la fois des procédures, des processus mis en place par les opérateurs régionaux eux-mêmes. Donc, pour évoquer les procédures et les processus mis en place par le réseau des CIBC, par exemple, qui pilote le service dans 8 régions, c'est effectivement, par exemple, renvoyer, ou tout du moins, voilà, repréciser ces principes dans une charte déontologique qui est signée par la structure elle-même, c'est-à-dire qui rappelle ces fondamentaux, mais aussi renvoyer ces principes aux conseillers en tant qu'experts responsables des accompagnements et des trajectoires qu'il accompagne. Donc, une charte d'engagement qui l'invite à se rappeler des principes de bienveillance, mais d'égalité de traitement, de traiter la personne dans sa singularité, de permettre la coopération avec les différents acteurs partenaires dans les territoires pour se donner tous les moyens possibles, et je dis bien tous les moyens possibles, qui puissent faciliter le parcours de la personne. On a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Ça répond peut-être en partie aussi à la question qui a été posée tout à l'heure. Il y a une question qui s'est posée tout à l'heure, c'est quelle formation quand on fait de l'accompagnement? Dans ce que vient de dire, dans ce que vient de dire Madame Sali, il y avait quand même une double clé d'entrée du métier, quelqu'un qui possédait en fait une connaissance extrêmement fine de l'ensemble des dispositifs, et quelqu'un qui était en capacité en fait de faire de l'écoute telle que vous l'avez déterminé tout à l'heure pour accompagner la personne dans son propre projet. Il y a des profils spécifiques quand on veut faire de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des diplômes, des certifications qui font que vous, au réseau des CIBC ou autres, c'est les personnes qui sont Pôle emploi ou ailleurs, il y a aujourd'hui un diplôme, une certification de l'accompagnement qui serait le sésame pour l'ensemble de la profession? Alors, il est vrai qu'il y a un process qui est validé par notre commanditaire France Compétences. Avant qu'un professionnel ne puisse agir en tant que conseiller en évolution professionnelle pour l'ensemble des opérateurs régionaux que nous sommes, CEP, salariés et indépendants, nous avons effectivement à soumettre les profils à France Compétences, les profils conseillers à France Compétences, qui les valident ou les rejettent. Les profils doivent répondre à un niveau minimum d'expérience et de formation. Ce niveau minimum, ce sont 3 ans d'expérience dans le domaine et un niveau Bac+2 dans le domaine. Donc, bien évidemment, ça ne peut être que plus favorable. Il existe, en tout cas pour le réseau des CIBC, et Sophie en parlerait, donc une vraie expertise autour de profils, je dirais majoritairement psychologues du travail, mais on rencontre aussi d'autres profils dans nos groupements, puisque nos groupements sont diversifiés, donc des profils issus des RH, de l'ingénierie pédagogique, de l'ingénierie de formation également, mais il y a bien évidemment un profil minimum, je dirais, une expérience minimum et un niveau de formation minimum pour pouvoir délivrer le service.
Et bien évidemment, il existe des parcours de formation qui viennent en complément. Il existe aussi des parcours qui permettent à d'autres de pouvoir évoluer au sein de nos groupements, notamment par le parcours qui a été mis en place par le CNAM autour du Conseil en évolution professionnelle. Donc, il existe des certifications dédiées également. D'accord, merci. Il y a Audrey Perrochot, bonjour Madame Perrochot, la directrice de Pôle emploi, qui nous dit que pour Pôle emploi, dans le parcours des formations, nous avons des modules de formation spécifiques sur le conseil en évolution professionnelle. Merci Madame Perrochot. Est-ce qu'il y a, Frédéric, est-ce qu'il y a d'autres questions là qui pointent Justement, je viens d'en afficher une, notamment sur la question de la co-construction. Est-ce que cela se mesure au niveau des opérateurs du CEP? Est-ce qu'il existe des indicateurs justement sur cette co-construction? Mais peut-être Stéphane Mas sur l'évaluation qu'ont à faire les transitions pro là, des différents CEP. Est-ce que comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que comment c'est travaillé? C'est France Compétences qui donne un cahier des charges. Si tu pouvais nous expliquer. Bon, je vais être là très très bref. Nous n'avons pas un rôle d'évaluation. Nous ne sommes pas des évaluateurs. C'est le rôle de France Compétences qui régule donc l'écosystème. Notre rôle, il n'est pas celui d'évaluer. C'est extrêmement clair. Et donc notre positionnement, il est dans notre rapport plutôt de rendre des éléments sur la coopération autour du CEP, voir justement les parcours des bénéficiaires, s'ils ont été profitables, combien, qui, et puis donc être aussi dans l'évaluation, en fin de compte, d'une coordination qui s'installe suite à la loi donc 2018, avec le CEP qui a été donné notamment à un nouvel acteur, et voir comment tout ça se coordonne dans une dimension, je dirais, décloisonnée. Voilà quel est notre rôle. Notre rôle, il n'est pas d'évaluer donc les CEP, et je laisserai la parole bien évidemment à ma collègue pour parler de l'évaluation qui peut être faite donc par France Compétences. Alors moi, il y a quand même un point que je voudrais soulever, qui, si tu me le permets, René, qui est celui donc du principe choisi par d'autres. Ce que tu as dit à un moment donné. Moi, je rappelle, le salarié est libre de coécrire son parcours professionnel avec une autre partie prenante. Soit il souhaite cheminer seul, et il a la possibilité, en activant son compte personnel formation, voire en choisissant, dans le cadre du PTP, de ne pas passer du projet de transition professionnelle par le CEP et de ne pas aller, par exemple, vers des priorités. Il a le choix, il est libre. Il a aussi le choix de co-contracter, pas sur des priorités définies par d'autres, mais c'est bien dans la logique de co-construction que j'évoquais. Et je m'en explique. Concernant le compte personnel formation, eh bien, soit il décide, donc par rapport à une formation qu'il a identifiée, d'y aller seul, et il a donc la liberté de le faire, soit il a la possibilité d'aller voir son employeur, voire l'employeur a la possibilité de dire, par rapport à un certain nombre de priorités, je suis prêt, moi, par rapport à une stratégie, de définir un abondement, comme pourraient le faire de la même manière les OPCO ou les branches, en lien en effet avec des priorités, par exemple de GEPP ou dans le cadre des branches et des territoires de GEPC territorial. Et c'est la possibilité de dire, par rapport à mes problématiques, voilà ce que je puis mettre sur la table en matière de cofinancement, libre après aux salariés de rentrer dans cette dimension de co-construction et de dire par rapport donc à mes propres intérêts, ça m'intéresse et je suis dans cette logique-là et je vais dans ce sens-là librement, ou au contraire, je ne suis pas intéressé et je fais d'autres choix. Donc, on n'est pas là dans une contrainte d'aller vers donc un chemin fixé, mais bien dans une logique libre de co-construction entre deux parties prenantes, à partir du moment où le consentement n'est pas vicié. Merci Stéphane. Je t'écoute et cette notion de choix est quand même fondamentale. On a effectivement le choix, et c'est dans chaque individu de faire ou de ne pas faire. Quand on est dans un rond-point, de choisir une route, de ne pas d'en choisir une autre. Mais ça veut dire qu'aussi qu'on dispose, quand on fait un choix, d'une information qui est
qui est réel et qui est disponible ou qui a été accompagné. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Jean-François Foucard, là, le secrétaire confédéral de la CFE-CGC, là, qui était en ligne, je ne sais pas s'il y est encore. Mais du coup, je m'interroge sur la place aujourd'hui des partenaires sociaux dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, tu parlais des branches professionnelles, sur la place de l'accompagnement dans le dialogue social, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a ceux qui auront le choix, qui font un choix et qui vont vers différents dispositifs parce qu'ils ont été clairement informés, et d'autres qui n'ont pas d'informations. Alors, je vais reprendre la phrase que tout le monde connaît, nul n'est censé ignorer la loi, sauf qu'à un moment donné, les choses sont tellement complexes qu'il faut à un moment donné aussi, quand on veut faire un choix, être accompagné pour faire un choix, ne serait-ce que pour aller vers différents dispositifs. Alors, simplement une chose aussi concernant le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif, donc effectivement, qui a un accompagnement qui est mis en place, et Faten en a parlé avec des mots très très justes qui nous permettent de voir un peu où va l'ensemble du système. Dans le cadre qui est... alors j'essaie, parce que comme en même temps il y a des questions qui arrivent. Oui, j'en affiche, mais ce sont des questions justement sur ces questions de choix, hein, donc qui font écho. Justement, ouais, donc est-ce que peut-être Faten, reprendre cette question, on peut faire le choix d'être accompagné ou non pour construire son parcours, mais comment s'assurer qu'un individu a la possibilité de faire des choix? Effectivement, la personne, et je pense qu'on l'a suffisamment dit, elle est libre de recourir au conseil en évolution professionnelle ou pas. Alors effectivement, le processus d'appui conseil en évolution professionnelle est obligatoire dans certains cas. Il est inscrit dans quelques démarches, c'est-à-dire dans celle de transition collective, pour ne pas la citer, mais également de la démission-reconversion, voire aussi de la mobilisation de certains abondements au compte personnel de formation. C'est le cas, par exemple, du compte prévention pénibilité ou de l'abondement accident du travail, maladie professionnelle. C'est inscrit, c'est légiféré. Alors, non pas pour priver l'individu de ce droit, de cette liberté, mais tout simplement parce que c'est un processus d'appui, le conseil en évolution professionnelle. On vient s'assurer que la personne a bien toute l'information dont elle a besoin pour engager effectivement la mesure qui peut avoir un impact sur sa situation personnelle et professionnelle. Donc ça, c'est important de souligner l'effort pédagogique et de sensibilisation du conseil en évolution professionnelle. Stéphane a largement insisté dans sa première intervention sur la place et le rôle de l'entreprise, simplement par rapport à un choix éclairé. Je rappelle quand même que dans le cadre du bilan d'évolution professionnelle qui doit avoir lieu tous les 2 ans, normalement, un manager est tenu d'informer son collaborateur sur l'existence d'un conseil en évolution professionnelle et que c'est un premier niveau d'information. Je ne suis pas sûr que les choses se fassent comme ça. Maintenant, après, Jean-François Foucard dit qu'il faut sortir de l'entreprise et donc il faut être intéressé. C'est à un moment donné, effectivement, être intéressé, mais pour être intéressé, il faut être informé. Et donc se pose toujours la question de savoir à quel moment on peut disposer d'une information qui soit effectivement claire pour l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement qu'en situation de crise, comme ça peut arriver dans certaines situations. Je vais avoir juste un tout petit peu de mal à réafficher la question. Je vous la relis. On peut faire le choix d'être accompagné ou non pour construire son parcours, mais comment s'assurer qu'un individu a la possibilité de faire des choix? Voilà. Oui. Alors, effectivement, comment on peut s'en assurer? Je dirais que c'est inscrit dans les principes fondamentaux de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on parlait de sémantique tout à l'heure, d'acteur, auteur de son avenir professionnel. Eh bien, aujourd'hui, on parle beaucoup moins de projet professionnel que de scénarii d'évolution professionnelle. On dessine des scénarii. Et donc, on construit ces scénarii, ça veut dire qu'on a des choix, on construit des choix professionnels et de manière accompagnée par le conseiller. Et tous ces choix ou ces scénarii sont tracés, en ce qui nous concerne, dans le cadre d'un livrable, d'une synthèse d'accompagnement qui acte le plan d'action, et c'est une synthèse qui est co-rédigée. Donc, ça fait écho avec le principe de co-construction dont on parlait tout à l'heure. C'est une synthèse qui est co-rédigée par le conseiller et l'utilisateur du service. Elle est co-signée et j'irais même plus loin, ce principe de co-construction et d'opportunité et de choix, d'alternatives
et même, comment dire, un principe fondamental, puisque vérifié dans le cadre du contrôle de services faits opéré par les prestataires de France Compétences. Nous avons à témoigner de la qualité de notre travail, de la qualité de l'accompagnement, et cette notion de je crée des alternatives, je crée des choix pour la personne, ou j'accompagne les choix de la personne, doit être retranscrit dans le livrable, dans la synthèse d'accompagnement. Et c'est ce qui va en témoigner et qui va même être vérifié dans le cadre de l'opération de contrôle de services faits. Faten, à ce stade, parce que j'ai eu des questions gens, j'ai pas pu y répondre, c'est est-ce qu'il y a une durée limitée pour un accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle? Parce que quand on prend la VAE, quand on prend le bilan de compétences, c'était inscrit dans les textes, il y avait 24 heures. Si je cherche dans les textes du conseil en évolution professionnelle sur l'accompagnement, il n'y a pas de durée déterminée. Donc, est-ce qu'il y a une durée déterminée qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut venir autant de fois qu'on veut? Ça peut prendre toute une année, une centaine d'heures, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des contraintes? On dit que c'est gratuit, mais pour l'opérateur, quel qu'il soit, c'est pas gratuit. Donc, comment c'est organisé tout ça, structuré? Alors, bien évidemment, le conseil en évolution professionnelle, c'est un droit universel et il vise aussi l'unicité. Alors, l'unicité de traitement, ça veut dire que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi, travailleur en situation de handicap, jeune, cadre, nous avons tous droit, effectivement, au service qui est décliné donc par le même cahier des charges qui fixe le cadre d'intervention du conseil en évolution professionnelle. Mais vous avez raison, en ce qui concerne les opérateurs régionaux CEP, donc salariés et indépendants, il existe un principe de marché. Vous savez que la réforme et la loi à venir ont introduit le principe de marché concernant le conseil en évolution professionnelle et c'est un marché qui est piloté par France Compétences. Et dans le cadre de ce marché, il y a un certain nombre de documents qui ont été produits, notamment un cahier des clauses techniques particulières et un cahier des clauses administratives particulières qui définissent pour ce marché des modalités d'exécution, des durées d'exécution de l'accompagnement. Alors, en ce qui nous concerne, sur les 2 niveaux de service, il y a 2 niveaux de service qui sont identifiés par arrêté. Là-dessus, on a déjà introduit l'idée. Mais ce qui vient se greffer, c'est que pour les opérateurs CEP salariés et indépendants, pour le premier niveau de service, c'est un accompagnement qui se déroule dans un délai d'exécution maximum de 2 mois. Pour le deuxième niveau de service qui concerne l'élaboration, la consolidation du projet, la formalisation et la mise en œuvre effectivement du projet, on est sur un délai d'exécution maximum de 18 mois. Pour autant, le principe, il est itératif. La personne peut très bien venir reconsommer un premier niveau de service parce qu'il y a un élément de situation qui a changé et elle a besoin de refaire le point sur sa situation. Ou de la même manière, elle a consommé un deuxième niveau de service, mais effectivement, elle a rencontré à quelques moments que ce soit donc un aléa, je dirais, à sa situation qui l'invite à venir de nouveau nous rencontrer. Donc voilà pour répondre sur la question de la durée d'exécution de l'accompagnement. Donc il n'y a pas d'heure déterminée. Et puis là, la question, ce document est-il public? Il vient compléter le cahier des charges. Peut-on y avoir accès? Le document dont vous venez de... Alors ce sont des documents de marché qui avaient été rendus publics effectivement dans le cadre de l'appel d'offres. Et donc, alors je pense qu'on peut toujours les retrouver sur le net, je pense, puisqu'ils étaient rendus publics pour les besoins de l'appel d'offres. J'ai une question pour Stéphane, là, qui est posée par Jean-Christophe Ulmer. Dans les transcols CEP est censé... Alors, est-ce que tu peux répéter la question parce que... Ouais. J'estime les caractères volontaires des salariés dans la limitation du secteur qui est détruite un secteur qui recrute. Mais ont-ils vraiment le choix? Les salariés ont tout à fait... Oui, tout à fait. Donc, les salariés, bien évidemment, dans le cas des transcos, ont le choix. Justement, nous sommes dans une logique d'anticipation potentielle, donc de risque pour l'emploi, puisque donc ça porte sur les emplois fragilisés. Et les salariés ont le choix donc de rentrer ou non dans une logique de parcours transco s'ils sont volontaires.
ils ont le choix, et je vais même plus loin. S'ils rentrent dans ce parcours-là, et qu'à l'issue de ce parcours, ils font le choix de ne pas s'orienter vers le métier choisi, eh bien, ils reviennent dans l'entreprise sur le métier d'origine. Donc, on voit bien qu'il y a là aussi une liberté. Alors après, contrainte économique, hein, la liberté, elle se limite aussi au pragmatisme des situations, et l'importance du CEP aussi, hein, c'est de faire émerger ces choix éclairés. Mais si le salarié refuse d'aller vers ce type de dispositif, il n'y a pas de sanction de la part de l'employeur. Après, libre à lui de rester dans l'entreprise, hein. Lors de la semaine CEP récente, donc j'imagine de leur formation, on parlait de 3 niveaux de service en CEP, on aurait fusionné, ou bien le premier niveau d'accueil ne serait plus du CEP. Je pense qu'effectivement, il y a eu 2014 et 2018, mais Faten connaît ça mieux que moi. Je crois qu'en fait, en 2014, il y avait 3 niveaux qui étaient clairement inscrits, alors que 2018, les choses sont beaucoup plus resserrées avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Mais si vous pouviez juste simplement refaire un point d'explication là, pour notre étudiant, je pense que c'est Open Classroom. Merci pour la question. Donc, effectivement, le conseil en évolution professionnelle n'est pas né avec la loi à venir, hein. Il préexistait effectivement dans la loi du 5 mars 2014. Donc, il existait déjà. Dans sa version initiale, il était prévu 3 niveaux de service. Un niveau, je dirais, d'analyse de la demande, je fais assez simple, hein, un niveau d'analyse de la demande, un niveau d'ingénierie de parcours, élaboration du parcours et consolidation effectivement du projet, et puis un 3e niveau qui était lié davantage à l'ingénierie financière, c'est-à-dire comment je construis financièrement mon projet de formation s'il y en a un. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été engagés par la DGEFP, le CNEFOP et d'autres qui ont permis effectivement de faire un bilan à l'issue de 4 années d'activité conseil en évolution professionnelle. Et la réforme de 2018, du 5 septembre 2018, a redéfini une nouvelle architecture de service en tenant compte de ces éléments de bilan qui avaient été posés, notamment pour rendre encore plus, pour optimiser encore davantage l'accompagnement. Donc, 2 niveaux de service aujourd'hui, un premier niveau donc dédié à l'accueil individualisé et un second niveau de service dédié, lui, à l'accompagnement personnalisé qui doit permettre à la fois d'aborder l'élaboration des parcours, des scénarios d'évolution, mais aussi leur mise en œuvre et la formalisation d'un projet, notamment dans le cadre d'un dispositif, la mobilisation d'un dispositif de financement. Merci Faten, c'est très clair. Donc pour les étudiants d'Open Classroom, vous voyez qu'il y avait un petit décalage dans ce qu'on vous a apporté la semaine dernière. Vous étiez encore en 2014, 2018 est arrivé entre-temps. Peut-être une dernière question là pour Stéphane, parce que je vois que Joël Monceron dit dans les transcalls, il y a un droit formel à retrouver son poste d'origine. Que se passera-t-il si ce poste a disparu ? Eh bien, donc si le poste disparaît, la personne rentre dans les procédures, je dirais, de droit commun. Ça veut dire que donc si le poste qui est fragilisé a disparu, il va rentrer dans les dispositifs de droit commun liés au droit du travail, il peut rentrer après dans une dimension de licenciement économique. Je dirais que la situation redevient après une situation classique, hein. On a une suspension du contrat de travail le temps du transfert. Alors voilà ce que je peux dire. Un point, René, juste, on parlait quand même du rôle des financeurs et de l'obligation de rendre des comptes. Parce que tu as évoqué le sujet à un moment donné, je rappelle quand même quelques éléments justement sur rendre des comptes, et notamment nous concernant. Bien évidemment, nous gérons des fonds publics.
Donc, il y a des comptes à rendre. Et il y a des comptes à rendre donc aux financeurs que nous sommes. Et je parle notamment, par exemple, des organismes de formation. Je rappelle quand même Calliope, je rappelle quand même Datadoc. Il faut quand même revenir quand même sur des fondamentaux. Datadoc 2014, on revient sur la loi 2014, qui va viser quand même à évaluer la capacité de l'organisme de formation d'apporter une prestation de qualité. C'est important, il y a un certain nombre de critères, donc d'indicateurs, il y a des audits et tout ça est bien normé. Et autour notamment de l'adaptation des dispositifs. On revient sur la notion d'adaptation, l'accueil, le suivi pédagogique, mais aussi de la prise en compte de l'appréciation. On revient à cette notion d'appréciation des stagiaires, la prise en compte dans le cadre de l'amélioration continue. Et on voit Calliope qui reprend la suite, où là, on est sur l'évaluation de l'action de formation, à cette vocation-là encore, dans une dimension, cette fois-ci, nationale et universelle, bien de structurer, d'organiser tout cela, tout ça, je dirais, dans la dimension aussi de France Compétences, qui est l'acteur aujourd'hui de régulation de l'écosystème, mais aussi qui vise à professionnaliser aussi l'écosystème, dans l'une de ses missions aussi, à mon avis, essentielle. Juste, il y avait une question qui, peut-être simplement pour finir, Faten, comment différencier l'accompagnement fourni par le CEP et le bilan de compétences? Sophie me compléterait, puisqu'effectivement, en son rôle de futur directeur général du réseau des CIBC, je pense qu'elle est plus légitime, mais tout simplement pour introduire le conseil en évolution professionnelle s'articule tout à fait avec la prestation bilan de compétences. Et tout est dans les termes. On l'a dit tout à l'heure, le service conseil en évolution professionnelle est un processus d'appui à la personne. Et il peut recourir, à quelque moment que ce soit, à des prestations. Et le bilan de compétences est une prestation. Donc, le bilan de compétences peut s'articuler en amont ou en aval d'un conseil en évolution professionnelle. Je dirais que le bilan de compétences, la grande différence aussi, le bilan de compétences a un coût, et on l'a dit tout à l'heure, le CEP est un service gratuit qui s'inscrit dans une mission de service public. Le bilan de compétences est inscrit par texte, il est légiféré également, et il définit des étapes dans l'accompagnement. Et il va bien plus loin que le conseil en évolution professionnelle sur des dimensions qui sont très clairement identifiées. Je laisserai peut-être Sophie compléter. On n'aura pas le temps de faire compléter Sophie, parce que sinon... Bon, tout ceci pour dire qu'effectivement, on a une prestation, les deux, le service et la prestation s'articulent, elles ne s'opposent pas. Il s'agit effectivement de prestations complémentaires et le bilan de compétences permettra d'aller plus loin sur l'identification des compétences, les sources de motivation, les aspirations de la personne de manière différenciée. Des questions qui concernent le secteur public. Dans le secteur public, et je vous l'affiche. Dans le secteur public, nous avons des conseillers mobilité carrière, mais si un agent souhaite avoir la liberté d'échanger avec un CEP hors administration, est-ce possible ? Très vite, effectivement, le service a été construit sur une logique de statut, effectivement. C'est ce que nous dit le décret. Selon le statut de la personne, il y a un opérateur qui lui est dédié, un interlocuteur unique qui lui est dédié. Donc, le service public, les salariés du service public s'orienteraient effectivement vers l'interlocuteur qui leur est dédié. Hormis pour un cas particulier, ce sont effectivement les contractuels de la fonction publique qui relèvent d'un contrat de droit privé. Ceux-ci peuvent tout à fait être accompagnés par nos services. Peut-être à ce stade, puisqu'on avait dit 11h30 et qu'il est 11h34, vous avez vu qu'à partir d'une question un peu provocante, on arrive en fait à représenter un jeu d'acteurs, un système.
Un rappel, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif, et l'objectif, ce n'était pas de présenter le dispositif, mais l'objectif, c'était de présenter l'accompagnement dans le cadre d'un dispositif, ce que Sally a très bien fait, et nous a montré un peu tous les aspects en fait, de cet accompagnement, cette co-construction dans le respect de l'individu, mais dans un cadre qui est un cadre quand même déterminé, qui est le contexte général, et auquel aussi il faut apporter des réponses, et un objectif étant, dans le cadre d'un parcours de transition professionnelle, d'accompagner la personne vers une employabilité tout au long de sa vie, quel que soit le cadre qui sera le sien demain. Merci Stéphane pour tes explications toujours aussi pertinentes et aussi passionnées. Je pense que j'ai encore quelques sujets avec toi à traiter, notamment avec mes étudiants, mais on en reparlera. On a donc, et si je suis parti, vous savez, de Condorcet au départ, avec l'individu qui a la personne, ceux qui raisonnent, ceux qui croient, ceux qui sont les maîtres et les esclaves, vous voyez bien que c'est pas neutre, parce que tout l'échange et toute la discussion qu'on a, on est sur un fil qui est un fil relativement fin, et où on peut rapidement basculer d'un côté ou d'un autre si on n'y prend pas garde. La notion de choix d'un individu, Stéphane l'a rappelé sous toutes ses formes, c'est ce qui prime. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette notion de choix, si l'information au départ n'a pas été donnée, comment peut-on faire un choix si on n'est pas un individu éclairé? Et ça, quelles que soient les situations de notre vie, il y a quand même cette nécessité d'être à la source de l'information. Et derrière, c'est effectivement, il y a un individu à qui on a donné des droits qui sont attachés à sa personne. Le conseil en évolution professionnelle en est un, le PTP en est un autre, la VAE, le bilan de compétences sont d'autres moyens. Ces moyens-là, effectivement, c'est comment on peut les mobiliser dans un choix autonome qui ne soit pas corseté par la logique des financeurs. Et c'est la discussion qu'on a eue aussi qui montre que le rôle des financeurs reste prépondérant, que ce soit le compte personnel ou que ce soit la VAE. Si ça ne rentre pas, si vous n'avez pas suffisamment d'argent et qu'il faut un abondement, l'abondement va forcément rentrer dans le cadre de priorités déterminées par les branches, par l'entreprise ou par d'autres, et que là, on a donc un parcours qui est effectivement un parcours qui se co-construit, mais qui à un moment donné montre aussi que on peut se retrouver dans la co-construction avec un certain nombre de rails qui soient préparés et sur lesquels l'individu peut s'inscrire. Alors, je ne sais pas, Stéphane, combien il y a de personnes qui sont restées connectées là, pendant l'ensemble de ce webinaire, mais il est évident que c'est une question où on pourra encore revenir, parce que là, on a parlé de l'individu avec l'accompagnement, mais on peut aussi s'interroger sur le rôle des partenaires sociaux dans le cadre d'un accompagnement et comment eux travaillent les choses de façon, dans le cadre du dialogue social, peut-être des choses qui restent à travailler ou à gratter. Je passe la parole à Frédéric, je ne sais pas si ton idée de prochain webinaire est un peu plus claire, mais tu avais un sujet qui est un sujet intéressant, qui permet de présenter un peu comment on peut décliner ce premier webinaire sous une autre forme, avec une autre clé d'entrée. Frédéric? Tout à fait. L'idée étant de poursuivre sur cette question de l'accompagnement, mais dans un secteur qui nous permet de faire un petit pas de côté par rapport au milieu de la formation et de ces acteurs que nous sommes, qui est le milieu de l'IAE, donc de l'insertion par l'activité économique, et qui, plus encore dans ces périodes de pandémie, justement, se pose un grand nombre de questions et de problématiques sur l'accompagnement des salariés de l'IAE. Et donc, en principe, sur le mois d'avril, nous devrions partir sur cette thématique. Autre thématique qu'on traitera, alors sans doute sous forme de webinaire, puisque la crise sanitaire est loin d'être terminée, c'est l'évolution de la formation, avec notamment dans le cadre de l'évolution de la formation, la place du numérique, la place du digital, l'évolution du métier de formateur, etc. Et donc là aussi, on a quelques sujets là, qui nous attendent. Stéphane, Faten, un mot de conclusion spécifique ou pas? S'il n'a pas, je vous remercie vraiment et vivement de la qualité de vos interventions et puis de cette tonicité que vous avez su mettre et l'un et l'autre. J'ai essayé d'être un peu le poil à gratter du système, et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire un peu le poil à gratter.
Mais simplement, la question qui se pose, en vous écoutant, je repensais à des terminologies là, qui ont été employées au début des années 2000 par la CGT d'abord, qui s'appelait Sécurité sociale professionnelle, qui bizarrement a été repris en 2008 par Nicolas Sarkozy. Il en a même fait une feuille de route pour la ministre Christine Lagarde à l'époque de l'économie pour pouvoir sécuriser les parcours. Ça a été repris par le candidat François Hollande en 2012 et qui a débouché sur le compte personnel d'activité. Et finalement, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est une forme finalement de quelle sécurité sociale professionnelle aujourd'hui est disponible pour l'ensemble des salariés, l'ensemble de la population active. Et Stéphane va sourire, mais ça me fait vraiment réfléchir à quelque chose à quoi je pense depuis un petit moment, c'est est-ce que la formation professionnelle est devenue le 6e risque de la protection sociale? Et dans ce cadre-là, il y aura peut-être aussi quelques sujets de réflexion à apporter. Et je vous promets que je mettrai mon grain de sel pour pouvoir en apporter quelques-unes des idées. Je vous remercie les uns les autres pour votre participation nombreuse. Donc, les prochaines matinées de la FREF, il n'y aura pas de date pour le moment, mais vous aurez tous l'information puisqu'on dispose de vos mails pour pouvoir vous retrouver les uns et les autres. Je remercie ceux qui sont de Marseille, de Bastia, de Toulouse. On a même quelqu'un qui s'est inscrit de l'Académie de Guadeloupe. Je ne sais pas si la personne s'est levée il doit être 5 heures ou 6 heures du matin en Guadeloupe actuellement. Si elle est parmi nous, merci beaucoup. Et puis, je vous propose... écoutez, une bonne journée, une bonne poursuite et à très bientôt dans d'autres aventures et réflexions avec la FREF.